Nous sommes en Égypte, à Alexandrie, au beau milieu du 1er siècle de notre ère. Plus précisément, nous sommes en pleine cérémonie dans un temple, et pas n'importe lequel, celui de Jupiter, le redoutable dieu de la foudre. Alors que le prêtre vient d'allumer le feu sacré de l'autel, une statue se met à verser des larmes de sang. L'heure du sacrifice est arrivée. Un taureau blanc est égorgé au moment même où le tonnerre résonne au-dessus du sanctuaire. Soudain, comme si le dieu entrait lui-même dans le temple, les portes s'ouvrent toutes seules, sans que personne ne les touche. Le sacrifice semble avoir été accepté. Vous y avez cru? C'est que notre personnage a su vous berner avec ses inventions. Salut à Poscaï. Ça va? Ouais. Bon, est-ce que vous vous êtes déjà dit parfois que le destin de l'humanité pouvait tenir à peu de choses? Oui, bon, certainement, ça a déjà dû vous arriver, notamment avec nos 360 secondes, vous savez, où on aime bien buter l'humanité, quoi, je veux dire. Appelons un chat un chat. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut suffire parfois de très peu de choses pour que le destin du monde entier puisse se jouer. Avec notre personnage du jour, croyez-moi que c'est tout à fait approprié, vous allez voir. Car si aujourd'hui je vous parle d'automates, de distributeurs ou alors de pneumatiques, vous allez vous dire, bon ok c'est des trucs techniques, bon ça ressemble à la révolution industrielle du 19e siècle. Bon voilà, ok. Eh bien oui, sauf que le personnage qu'on va voir aujourd'hui, oui c'est la deuxième fois que je le dis, a été l'un des esprits les plus géniaux de son époque, qui avait déjà pensé à toutes ces choses et c'était il y a 2000 ans. Il a inventé entre autres un système d'alarme, des pompes à incendie, des fontaines automatiques, des instruments de mesure et il a même inventé le premier distributeur automatique. Vous savez, celui où on peut sélectionner sa boisson et compagnie? Eh ben c'est lui. Notre bulle féconde va donc se faire avec un certain Héron d'Alexandrie. Eh bien tout d'abord, on ne sait que peu de choses sur la vie de Héron d'Alexandrie. Et le peu d'indices qu'on a sur lui laisse à penser qu'il aurait vécu, peut-être, vers le milieu du 1er siècle et le début du 2e siècle après Jésus-Christ. Donc plutôt au début de l'Empire romain. Et cette époque, si vous ne le saviez pas, n'est pas anodine puisque à ce moment-là, l'Empire romain amorce sa montée vers l'âge d'or avec la dynastie des Antonins, qui, les vrais le savent, représente l'opulence, la fertilité et la paix. Hashtag Vespasien, Trajan. Pardon, voilà, c'est un petit égarement, on s'en bat. Héron a passé alors sa vie à Alexandrie, en Égypte. Et je vous vois venir avec vos gros sabots, non, il n'a pas connu les pharaons. Et à vrai dire, pour l'anecdote, il y a même plus de temps entre la période où il a vécu et la construction des pyramides de Khéops qu'entre le moment où il a vécu et notre époque d'aujourd'hui. Et Héron n'a pas non plus connu Cléopâtre, qui est morte à peu près un demi-siècle avant sa naissance. C'était comme vous si je disais que vous aviez connu, eh bien, Hitler. Alors que non, il y a peut-être un demi-siècle qui vous sépare. Eh oui, bim, point Godwin, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, de son temps, l'Égypte est une province romaine, tout ce qu'il y a de plus normal. Pour simplifier les choses, c'est une sorte de gros département rattaché à l'Empire romain. Et hormis quelques échauffourées par-ci par-là, Héron, on peut le dire, a vécu dans une zone pacifiste. Et dans la vie, eh bien, Héron a plusieurs casquettes. Alors déjà, il est mathématicien. D'ailleurs, certains d'entre vous le connaissent déjà peut-être grâce à sa formule de calcul de l'aire d'un triangle ou pour sa méthode d'extraction des racines carrées. Voilà, bon. Mais surtout, Héron était connu, en tout cas de son époque, pour être un inventeur. Et pas n'importe lequel. Alors oui, on va se dire, ouais, mais c'est déjà compliqué de gagner sa vie comme inventeur déjà aujourd'hui, alors qu'est-ce que ça devait être il y a 2000 ans? Eh bien non, puisque le génie du Héron lui a permis de ne jamais manquer de travail, et donc d'argent, de flouze, de sesterces quoi. Seulement, comment vous dire? Eh bien ses clients, les gens pour qui il travaillait, étaient assez particuliers, puisqu'il s'agissait de prêtres. Mais qu'est-ce que les religieux pouvaient bien vouloir à l'inventeur? Eh bien, ce qui les intéressait, c'était de pouvoir en mettre plein la vue aux fidèles, quoi, qui se rendaient au temple. Et pour ça, quoi de mieux que faire appel au talent de ce cher Héron, pour imaginer des systèmes d'effets spéciaux dignes des dieux. D'ailleurs, souvenez-vous de la petite cérémonie qu'il y a eu au début de la vidéo. Bon, eh bien, tous ces éléments qui peuvent paraître magiques au premier abord n'étaient autres que des inventions de Héron. Et bien sûr, comme je ne suis pas un prêtre de Jupiter, eh bien, je ne vais pas vous laisser dans l'ignorance et je vais vous expliquer comment il a pu réaliser ces petits tours. Premièrement, les statues qui pleurent. Lors des cérémonies, le prêtre allumait un foyer et de ce foyer partait un petit tuyau en cuivre relié à un récipient hermétiquement clos rempli de sang. Et l'air alors en chauffant se mettait à gonfler, à prendre plus de place et donc chasser tout naturellement le liquide qui alors passait par un second tuyau qui se baladait à l'intérieur de la statue pour finalement arriver à ses yeux. Là, de tout petits trous à peine perceptibles étaient faits et les larmes de sang pouvaient jaillir tout naturellement. Et tout ça simplement avec de l'air chaud. Et bien sûr, le système était soigneusement caché à la vue des moldus, quoi. Faudrait quand même pas que les fidèles se rendent compte de la supercherie, quoi. Mais alors, pour le tonnerre,
Eh bien là encore, c'est un coup de Héron et d'un système hydraulique de sa petite création. Et oui, parce qu'il suffisait de remplir une cuve cylindrique d'eau et ainsi, progressivement, l'eau faisait monter un plateau sur lequel étaient posées de grosses billes en bois. Et ce plateau finalement arrivait en haut de la cuve et les billes alors finissaient par rouler et tomber sur un gros plateau en fer, provoquant alors un fracas et un vacarme à la mesure de Jupiter et de ses éclairs. Seulement là, le dieu de la foudre n'y était pour rien. Vous vous en serez rendu compte. C'était uniquement la force hydraulique qui était responsable de tout le boulot. Et puis ensuite de la chute des billes pour tout le bordel, quoi. Et alors, pour l'ouverture automatique des portes du temple, eh bien, comment il s'y est pris? Oui, puisque des portes en bois massif faisant plusieurs mètres de haut et quelques mètres de large, ça fait quand même son poids, quoi. Eh bien, pour relever le défi, Héron a tout simplement allié la force pneumatique de l'air à la force hydraulique. Et comme toutes les statues qui pleurent, l'air chaud était propulsé vers une cuve fermée qui contenait de l'eau. Et alors, progressivement, l'eau était chassée par l'air et passait alors dans un tuyau qui remplissait une seconde cuve. Et alors, en se remplissant, cette cuve actionnait un système de poulies et de contrepoids qui ouvrait automatiquement les énormes portes. Bon, c'est un peu complexe à raconter, hein, ça, voilà, mais vous avez le reportage, hein, ça vous décrit pas mal de trucs. Voilà, le gars était plutôt ingénieux. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que ses deuxièmes plus gros clients, après les prêtres, étaient les gérants de théâtre, pour qui il fabriquait ses effets spéciaux. C'est un peu particulier d'appeler des effets spéciaux alors que le mec, il vivait il y a presque 2000 ans, quoi. Mais ouais, c'était des effets spéciaux. Ouais. Mais Héron est aussi responsable d'un petit appareil qui va nous paraître bien anachronique. Oui, puisque je vais vous parler d'un distributeur automatique d'eau. De l'eau sacrée, hein, faut pas déconner, quoi. Et son appareil était alors disposé à l'entrée des temples et permettait alors aux fidèles de se laver les mains et le visage avant les cérémonies. En échange, bien sûr, d'une petite pièce. Hein. Tu donnais la pièce et il te donnait de l'eau. Le truc, c'est complètement génial. Mais alors, comment il a pu faire plus d'un millénaire avant tout le monde? Eh bien, pour activer le système, il fallait introduire donc une pièce dans une fente située sur le dessus de l'appareil. La pièce tombait alors sur un plateau d'une petite balance et son poids alors contrebalançait l'autre poids du balancier. Et donc si le poids était exactement celui que le balancier attendait, voilà, du genre si la pièce fait 20 grammes, eh bien le balancier va attendre exactement 20 grammes, et bien à ce moment-là, le bras passait au-dessus d'un récipient sur lequel était fixée une petite chaînette reliée à un bouchon qui se soulevait alors lorsque la balance était déséquilibrée par le poids de la pièce. Et donc ce système laissait s'écouler un petit peu de liquide, juste un peu, via un robinet, et ensuite, lorsque la pièce finissait par dégringoler hors du plateau, l'équilibre revenait, le bouchon se refermait et l'eau s'arrêtait de s'écouler. Ingénieux, quoi. Et puisque bon, on est lancé sur le sujet des inventions, à votre avis, qui a inventé le premier automate? Bon, alors vu le thème de la vidéo, oui, c'est Héron, voilà, mais je vous explique. Essayez de deviner à quoi cet automate servait et à quoi il ressemblait. Ouais, essayez de deviner. Ouais. Eh bien, le tout premier automate inventé par l'homme avait été créé pour servir à boire et avait la forme d'une femme. Ouais. Je l'ai dit, je me suis un peu emballé, c'était pas Héron vraiment qui l'avait créé, mais un mec qui avait vécu à peu près en même temps que lui, et il se nommait Philon. Et son robot s'appelait la servante robot. Mais revenons aux choses sérieuses, car Héron est passé à un cheveu de changer complètement l'histoire de l'humanité. Et parmi toutes ces inventions plus ou moins folles, existait l'une qui était capable de marcher à la vapeur. Machine, vapeur, oui, vous me voyez peut-être venir. C'était près de 1800 ans avant que les hommes ne décident de nouveau de se replancher sur le sujet et que cela amorce l'âge industriel et l'accélération technologique qu'a connue l'humanité sur les derniers siècles. Parce que oui, la machine à vapeur, c'est à partir d'elle que l'humanité a connu notamment tous les progrès fantastiques, comme le fait de pouvoir construire plus, de pouvoir se déplacer plus vite, plus loin et d'amorcer ce qu'on pourrait appeler la société de consommation. Eh bien oui, bien avant tout le monde, Héron avait compris la puissance motrice que pouvait renfermer la vapeur. Alors, quelle était cette curieuse invention, qu'il appela d'ailleurs l'éolipile? Ouais, l'éolipile. Putain, c'est compliqué, hein. Qu'on appelle aussi la boule d'Éole. Éole étant dans la mythologie le dieu du vent. Donc oui, c'est une sphère creuse en métal dans laquelle part deux tuyaux recourbés. Cette sphère est alors remplie d'eau, puis posée sur un pivot, comme si vous voulez une perle passée sur un fil, et les pieds du pivot sont posés sur une chaudière. Et avec la chaleur, l'eau se change en vapeur et sort alors par les tuyaux, ce qui fait alors tourner la sphère sur elle-même à une vitesse tout à fait vertigineuse, puisqu'elle pouvait atteindre les 1500 tours à la minute. Et d'ailleurs, pour le côté amusant, un ouvrage de 1827, oui c'est assez précis, nous rapporte qu'à la place de l'eau, on pouvait mettre de l'eau de vie, donc avec de l'alcool, et ainsi obtenir des flammes à la sortie des tuyaux. Alors ne me demandez pas comment ils ont pensé à ça, je sais pas, mais cela doit être assez stylé, hein, soit dit en passant. Toujours est-il qu'avec sa fameuse invention, Héron avait ni plus ni moins inventé qu'une machine mue par la force de la vapeur.
Bon, seulement voilà, même si tout le monde s'extasiait devant les folles inventions de ce cher Héron, et notamment de celle-ci, on ne lui prédisait pas beaucoup d'intérêt, pas beaucoup d'avenir non plus, quoi, si vous voulez mon avis. Et effectivement, ça ne servait pas vraiment à grand chose, mis à part peut-être d'épater la galerie. Et Héron a bien essayé de faire quelque chose avec l'incroyable énergie dégagée par son invention. Mais apparemment, les textes nous disent qu'il n'y est pas parvenu, ou en tout cas suffisamment pour nous laisser une trace de son passage. Et aussi, quand même, à ce manque d'utilité pratique s'ajoute, mine de rien, le fait qu'à l'époque, il y avait déjà un moyen très simple et très abordable pour effectuer toutes sortes de tâches. J'ai nommé les esclaves. Voilà. Que ce soit les tâches physiques assez ingrates, ou alors même les travaux qui demandaient un peu plus de matière grise, dégoter un esclave pour faire le travail à sa place était toujours plus pratique que s'enquiquiner avec des machines complexes qui pouvaient nous péter dans les doigts. Au moins l'esclave, il nous pétait dans les doigts, bon on en rachetait un, c'était facile. Et c'est peut-être aussi pour ça que finalement, les géniales inventions de Héron ont fini par tomber dans l'oubli, un peu comme son inventeur lui-même. Alors, on ne sait pas vraiment à quelle date Héron est mort, mais c'est probablement au début du IIe siècle de notre ère. Et en plus donc de ces curieuses inventions, il nous a légué quelques formules de maths dont je vous ai déjà parlé au début, ainsi que quelques traités dans lesquels reposent ses pensées et donc ses inventions. Et pour ceux que ces travaux intéressent et qui veulent découvrir d'autres inventions géniales du mec, et croyez-moi, il y en a vraiment pas mal d'autres, là je vous en ai donné qu'un tout petit peu, vous trouverez un lien des ouvrages en description. Et alors bon, je vous rassure, les textes ne sont pas en grec ancien ni en latin, mais en français. Vous pourrez donc a priori pouvoir les lire sans problème. Et bien voilà la Poscaille, j'espère que cette bulle sur ce cher Héron d'Alexandrie vous aura plu et que cela aura attisé un petit peu votre imagination, peut-être. Mais imaginez un instant que Héron ait été capable de mettre au point une machine apte à utiliser l'énergie de la vapeur et qu'il ait eu ce déclic supplémentaire pour pouvoir parfaire sa machine. Que se serait-il passé? Comment l'humanité aurait-elle évolué? Et surtout, où en serions-nous aujourd'hui si la machine à vapeur était le fruit de l'Antiquité? Voilà, j'espère que tout ça vous aura intéressé. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne. J'ai bien aimé. Ah, nickel. C'était pas mal. Ah bah merci, merci Charles. D'ailleurs, je voulais te montrer un truc, puisque tu es là. Ça m'a inspiré en fait une petite invention. Regarde, je te montre. Pas mal. Il faut faire quoi? Faut que ouais, faut que tu appuies sur ici, là. ce bouton. Sur ce bouton. J'appuie. Pas celui-là.